Acte 1. La grève générale. En 2018, le 17 novembre, le mouvement des Gilets jaunes a éclaté dans toute la France, sur les ronds-points, dans les rues de toutes les grandes villes. Rapidement, ce qui avait commencé dans des parcours bien tracés par les préfectures s'est étalé et transformé en manifestations sauvages, faites de répression sanglante et d'une violence inouïe. Si le mouvement des Gilets jaunes a démarré sur la base de la montée des prix de l'essence, il s'est progressivement précisé sur la précarisation des travailleurs. Le gaz qui a augmenté, l'électricité qui a augmenté, notre pouvoir d'achat qui est de plus en plus affaibli. Donc je pense que c'est une bonne raison de ressortir en fait. Relégués aux périphéries des villes, voire dans les banlieues, les manifestants et manifestantes ont d'abord revendiqué leur dépendance à la voiture, révélant ainsi la marginalisation qu'ils subissent dans les villes, rendant d'autant plus fort la prise de pouvoir dans la rue. Une rue à laquelle eux-mêmes n'ont d'ordinaire pas accès. Le coût de la vie exorbitant et le processus de gentrification étant de plus en plus important. Donc les gens ont répondu présent parce que on est toujours dans les mêmes difficultés, toujours pas entendus, les invisibles, tout le temps on est resté des invisibles. C'est donc une prise de pouvoir dans un espace qui leur est plutôt hostile à fortiori, qui vient déranger les bourgeois dans leur propre territoire, et qui leur permet d'habiter des espaces desquels ils sont absents. Si tu me demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits, un coup de canard, un coup de crayon, tu salis ta religion. Vive la liberté d'expression! Si tu me demandes où est Charlie, Vive à Charlie! jamais dans nos esprits. D'un côté, si les manifestations permettent donc de retrouver le pouvoir sur un espace délaissé, elles permettent aussi de retrouver le lien avec un espace brisé. Après les tragédies ayant eu lieu suite aux attentats en France, des mouvements de rassemblement dans la rue voient le jour pour montrer que la rue nous appartient et que la peur n'est pas une excuse pour laisser les terroristes nous empêcher d'habiter l'espace public. Ces regroupements montrent un soutien envers les victimes de ces attentats et un mouvement de solidarité pour montrer l'union des habitants dans les rues. L'espace public ayant été brisé par l'irruption des terroristes, la récupération de celui-ci s'est faite à différents niveaux. L'un individuel, avec le fait de revendiquer le retour des bars. On est encore dans un pays de liberté et il faut affirmer sa liberté en sortant. Mais aussi celui du collectif, avec la prise des rues par des manifestations de soutien aux victimes des attentats et à Charlie Hebdo comme un pansement sur un territoire mutilé. Nous devons nous unir face à ce terrorisme et nous devons nous unir dans la mémoire de ces victimes. Mais la contestation dans les rues ne prend pas uniquement la forme d'un cortège. Elle peut aussi se faire via la désobéissance civile pour dénoncer l'absence ou la présence de certaines politiques. En fait, tout l'objectif par ces actions ponctuelles, c'est de créer des espaces qui, certes, ne seront pas amenés à durer, mais peuvent être reproduits. Et à la longue, s'ils sont reconduits, en fait, peut-être qu'ils deviendront une véritable alternative et qui pourront ensuite se pérenniser. Et je pense que c'est ça le but aussi, pas de faire un blocage gigantesque pour toute la vie d'une ville, mais c'est de dire que ce que tu crées quand tu occupes, la chose que tu as créée quand tu as occupé, quand on occupe, cette chose-là, tu pourrais la retrouver si on habitait la ville différemment. L'action ponctuelle est dans son essence même éphémère, mais elle permet à celles et ceux qui la font d'avoir un espace marqué par le rêve, l'idéalisation d'un système différent pendant un court instant. Les manifestations des personnes sans papier sont l'expression de l'appropriation d'un espace public menaçant et de la revendication d'un droit à habiter la ville. En effet, les sans-papiers font l'expérience de frontières mouvantes qui peuvent tomber à tout moment et s'appliquer de manière violente et arbitraire, avec notamment les détentions provisoires et les OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français. Les contestations, d'autant plus lorsqu'elles sont légalisées, comme celle de l'association CSP 59, pour Comité des sans-papiers du 59, et ritualisées, ici tous les mercredis soirs à 18h30, permettent une revendication publique du droit à la ville, tel que décrit par Henri Lefebvre, c'est-à-dire une réappropriation collective des lieux habituellement menaçants pour l'individu. C'est pareil, Saint-Sauveur, c'est à bois blanc. Beaucoup sont retrouvés aux aviateurs à bois blanc, et c'est pareil, là, ça va être détruit à nouveau. Oui, tout à fait. Donc il y a une espèce de. Finalement, les plus pauvres
Je trouve qu'il y a quand même une similitude, c'est qu'en Chine comme ici, les plus pauvres, donc du coup on rase leur quartier parce qu'effectivement ça avait l'air insalubre et on les rejette le plus loin possible du centre, quoi. Ainsi, à la gare Saint-Sauveur et dans ses alentours, une cinquantaine d'habitants répartis dans une dizaine de cabanes permet une résistance pour le droit à la ville pour tous, sans papier et sans abri compris. L'accaparement de ces lieux relève d'une protestation face au délai et à la mauvaise foi des villes pour permettre à chacun et chacune de l'habiter dignement. Il n'y a pas assez de logements sur l'île. Faux. Des moyens, il y en a. Il y a déjà des lieux à prendre. Ce lieu, c'est du bâti sur 3 niveaux, des chambres, une cantine, des sanitaires. Le cas des ZAD est sans doute celui le plus extrême concernant le lien étroit entre la contestation et l'habitat. Habiter un lieu précis pour dénoncer la destruction de cet endroit permet de créer un engagement solide et profondément ancré entre les militants. Dérivés des zones à aménagement différé, les zones à défendre fondent de manière radicale un habitat en lutte et en collectif. En ne choisissant pas où on vit et avec qui on vit, on ne peut pas faire autrement que de faire avec les gens qui arrivent. On est obligé de vivre avec et de s'affranchir des habitudes de domination qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'eux dans un autre contexte. Et ça se répercute dans l'habitat. Il peut y avoir des zones non genrées, des zones en mixité choisie, etc. Chacun, selon ses envies et ses besoins, peut vivre comme il le sent. La ZAD, c'est un lieu ouvert où il n'y a pas d'adhérence, tu débarques, t'as une faune de personnes qui t'entourent et avec qui on doit faire avec. Et pour moi, on n'arrive pas à faire société si on reproduit des schémas de personnes dominantes. Coupée de l'État, de son administration et de ses services, la politique revient aux mains du collectif. L'ensemble des habitants devient le seul corps politique de la ZAD. À elle et à eux de penser, de discuter et d'organiser la vie en communauté. C'est à ce titre un modèle de micro-démocratie directe exemplaire et en ce sens, habiter et lutter deviennent clairement synonymes. Parce qu'en fait, les lieux de vie ont été construits en fonction de l'expulsion. On avait construit d'abord les barricades, ensuite les cabanes, ensuite les lieux de vie et de sociabilisation. La lutte physique, elle implique un changement dans nos modes d'habiter. À la ZAD, on modifie son rapport à la ville, à la topographie. On l'a dit, on adapte les constructions en fonction des besoins des individus et de la lutte. De manière générale, la lutte permet par l'engagement des corps dans l'espace de modifier notre perception de l'environnement et de changer ou de renforcer notre manière d'habiter l'espace. Et de là, comment ne pas regarder différemment cet enchevêtrement de couloirs où les corps se croisent sans jamais se rencontrer et où notre rapport à nous-mêmes nous est enlevé et où les collectifs, enfin, sont détruits. Qui traverse la mer, je suis fils de soldat qui déteste la guerre, je suis fils de forçat, criminel évadé, et fils de fille du roi, trop pauvre à marier, fils de coureur